Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Quel est le rapport entre le monde de la publicité et celui des transports ? Pourquoi se lancer dans l'aventure entrepreneuriale quand on a plus de 50 ans ? Quels sont les challenges quotidiens de la création d'entreprise ? Aujourd'hui, c'est Emmanuelle Champeau qui partage avec nous son expérience d'entrepreneur. Emmanuelle a 57 ans et elle est depuis 6 ans la cofondatrice et présidente de Totem Mobi, un service d'autopartage de voitures électriques sponsorisé par la publicité. Dans ce premier épisode des Exceptionnels, je vous propose de découvrir le parcours d'Emmanuelle avant Totem Mobi, ou comment des événements, des échecs, des rencontres et des convictions ont mené Emmanuelle sur la voie de l'entrepreneuriat. Donc bonjour Emmanuelle, première question, est-ce que tu pourrais te présenter, donc ton nom, ton âge, ta situation familiale et professionnelle ? Tout ça. Emmanuelle Champeau, j'ai 57 ans, mariée, 4 enfants. J'ai fait des études à l'ESSEC. Et j'ai tout de suite, j'aime bien dire que je suis tombée dans le marketing toute petite, puisque j'ai découvert ce métier du marketing et de la communication que j'ai pratiqué chez l'annonceur et en agence à plusieurs étapes. Et c'est un métier que j'ai énormément aimé parce que c'est un métier qui associe rigueur et créativité. Aujourd'hui, quel est ton métier ? Quelle est ta fonction ? Où travailles-tu ? Alors, j'ai créé en 2013 administrativement et réellement l'activité a été véritablement lancée en 2015. J'ai créé une société qui s'appelle Totem Mobi, qui fait de l'autopartage de voitures électriques sponsorisées par de la publicité. On va commencer par ton ancienne vie professionnelle. Et je voulais savoir, quel était ton métier où tu travaillais, donc le marketing, concrètement, quelles ont été ces différentes expériences chez l'annonceur, qui ont précédé cette expérience d'entrepreneuriat. Donc moi j'ai commencé dans une société qui était dans les grands lessiviers, ça s'appelait Quaker, filiale d'une grande société américaine, donc marketing à l'américaine. J'y ai vraiment énormément appris, ça a été comme une deuxième école. Ensuite, j'ai rejoint une toute petite agence de com qui était en marketing opérationnel. C'est une communication qui était assez innovante, puisque c'était pas les communications classiques sur les grands médias. Donc là, j'ai commencé à mettre un pied sur l'innovation. Et puis de toute façon, même chez Quaker, je réalise que j'étais déjà sur les projets innovants. Donc en fait, l'innovation, c'est quand même quelque chose que je pratique depuis toujours. L'agence a beaucoup grossi. C'est une agence qui s'appelait Manille. Alors les plus anciens sur Marseille connaissent cette agence. Et elle a tellement bien grossi qu'en fait, elle a été rachetée par le groupe Havas. Et donc après, j'ai travaillé au total 8 ou 9 ans dans le groupe Havas, au sein du groupe Havas, où j'ai piloté ce qui s'appelait Havas, alors d'abord Euro RSCG 360, on aime bien changer les noms souvent dans les agences de pub, mais bref, on était sur le marketing opérationnel et j'avais une équipe à Paris et une assez grosse équipe à Marseille. Et donc ça représentait combien de personnes à manager ? Une 50aine. D'accord, manager donc de Marseille, depuis Marseille. Alors la plupart étaient à Marseille, il y en avait au moins 40 à Marseille, peut-être même c'était 50 et 10 à Paris dans le plus gros, mais on va dire en moyenne, 40 personnes à Marseille et 10 personnes à Paris. De cette vie professionnelle-là, j'imagine que comme il y a eu un changement ensuite, qu'est-ce qui te plaisait énormément
et qu'est-ce qui, à la longue, a fini par ne plus te plaire? Alors moi, ce qui me plaisait énormément, c'était vraiment deux choses. La première, c'est que ce sont des métiers qui sont extrêmement en écoute de l'autre et en empathie. Alors évidemment, quand on dit ça, ça paraît toujours très surprenant puisque c'est un peu le mouton noir, hein, le marketing. Enfin, en général, quand on dit de quelqu'un, ah oui, il fait du marketing ou fait de la com, c'est rarement un compliment. Et pourtant, c'est l'un des rares métiers où on est énormément à l'écoute des autres, puisqu'on est censé concevoir et communiquer de la manière dont les autres ont envie de l'entendre. Voilà. Alors évidemment pour un objectif financier, mais enfin on est quand même à l'écoute des attentes des gens. Donc cet aspect, on va dire un petit peu anthropologique, sociologique, était absolument passionnant. Et la deuxième chose que je trouvais vraiment passionnante, c'était la créativité, puisqu'on travaillait sans arrêt évidemment avec une équipe créative. Et là, les brainstorming, c'était toujours des grands moments, voilà. Chaque semaine, quand on avait ces séances de créativité, c'était ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective, mais qui est pratiquée depuis des années et des années dans les agences, hein, voilà. Puis la troisième chose aussi que j'aimais bien et qui est peut-être moins commune et qui vient là de mon historique étudiante, parce que moi j'ai commencé par faire de l'économétrie, donc beaucoup de statistiques, c'était la rigueur des chiffres et s'attacher quand même à la réalité des chiffres, eh bien c'est ce qui, selon moi, consolide les démarches d'innovation et de marketing. Donc ça, c'est Donc en fait, il y a trois choses qui me plaisaient et pas deux. Donc Voilà. l'empathie, Mm. la créativité la inhérente au métier, Ouais. la rigueur, Mm. plus aussi cet aspect d'innovation et de partage qu'on peut avoir dans les équipes pour stimuler tout ça. Complètement. Est-ce qui te plaisait moins ou qui a fini par moins te plaire peut-être au fil des années? Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, quand on a été dans parce que cette petite agence de 5 personnes qui est devenue 50, ben c'était une start-up. Alors bon, pas avec d'innovation technologique, mais enfin dans son métier, c'était quand même une belle entreprise. Évidemment, quand on rejoint un grand groupe, on rejoint d'autres méthodes, etc. Ça, c'était pas tellement gênant. Par contre, j'ai retrouvé là, quelques mauvaises habitudes qui continuent à exister, hein, c'est-à-dire, un manque de considération pour les salariés, un manque de considération pour ce qui est en région par rapport à ce qui est à Paris, etc. Et je me souviens, ce qui agaçait beaucoup les Parisiens, c'est que l'équipe de Marseille, il y avait que des clients parisiens. Donc ça les énervait beaucoup. Mais bon, c'est des métiers qui sont éminemment personnels. Donc évidemment, c'était la qualité de l'équipe qui faisait ça, tout simplement. Alors, ce qui a commencé un petit peu à être compliqué à vivre, c'est que quand on est dans ces métiers-là, on est en veille permanente, puisque le propre du marketing et de la communication, c'est d'être à l'écoute des tendances et des attentes pour les anticiper, les exploiter, bref, faire du business avec ça. Et à partir des années 2000, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux problématiques du dérèglement climatique. Et à lire des revues, enfin, etc. Et plus ça allait, et plus je me disais, mais en fait, on va vraiment dans le mur. Enfin, c'est-à-dire que moi, le syndrome du Titanic dont parle Hulot, ça me parle énormément. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures autour de ça. Et évidemment, à l'origine du dérèglement climatique, il y a quand même des comportements de consommation. Et en étant en agence de communication, eh bien, j'étais aux premières loges pour savoir à quel point on était capable d'inciter des gens à avoir des comportements nocifs pour l'environnement, nocifs pour leur santé, etc. Donc là, j'ai eu une petite musique qui a commencé à être un petit peu désagréable dans ma tête, avec une petite schizophrénie qui était pas très très confortable à vivre. 10 ans après, 12 ans après, on peut se dire oui, c'était de la lucidité. Non, enfin, le problème, effectivement, c'est que tout ça a été dit depuis des années par des scientifiques. Il fallait simplement les écouter. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler autour de ça, notamment dans ce qu'on appelle le planning stratégique, qui est le planning stratégique, c'est en gros la veille stratégique à l'intérieur de l'agence, pour les clients, pour nourrir les équipes de créativité. Et puis, comme ça arrive souvent dans les grands groupes, j'ai eu 45 ans et j'ai été virée.
Donc bon, pas besoin de raconter le pourquoi du comment, mais me voilà dehors. Et là, du coup, n'ayant plus rien à perdre, je décide vraiment de travailler sur cette problématique du développement durable. Et il y a quelque chose qui m'apparaît absolument... il y a deux choses qui me paraissent absolument évidentes. La première, c'est qu'il faut qu'on change nos manières de faire et d'être, et que il faut que... Et la deuxième, c'est que seul le marketing et les entreprises vont pouvoir trouver les solutions. Et je dis ça dans des cercles que je fréquente un petit peu, qui sont notamment un think tank qui est autour de l'écologie, la réconciliation écologie-économie. C'est un think tank qui s'appelle l'Institut Inspire, où je rencontre beaucoup de scientifiques, de gens qui sont très versés dans l'écologie, qui sont des biologistes, qui sont des gens qui sont pas du tout dans les domaines, on va dire, de gestion d'entreprise. Et ce qui me frappe en discutant avec ces gens-là, c'est à quel point ils ne perçoivent pas l'impérieuse nécessité de trouver des solutions acceptables par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on passe notre temps à dire « Ah mais non, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, faut pas rouler comme ci, faut pas manger comme ça ». Sauf que les gens, tout ce qu'on leur propose, c'est de manger comme ci et de manger comme ça. Et donc, je leur dis « Mais il faut qu'au contraire, les outils du marketing et de la communication qui ont été si puissants pour nous faire consommer des produits nocifs pour l'environnement, nocifs pour notre santé, eh bien, ces outils-là, qui sont juste des outils, on les met au service de comportements, on va dire, moins impactants pour l'environnement. » Voilà, j'ai l'habitude de comparer ça, c'est comme la dynamite. Avec la dynamite, on construit des ponts et on démolit des ponts. Voilà, ça dépend ce qu'on fait. Enfin, ce n'est qu'un outil. Et donc, c'est bien l'objectif qui va faire qui va être le produit fini. C'est l'objectif. On met cet outil-là au service de quel objectif? Et marketing et finance, de ce côté-là, doivent maintenant être mis au service de la transition énergétique, j'en suis absolument convaincue. Donc une fois que j'ai cette conviction en poche, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? À l'époque, on commence à voir... Alors en plus, à ce moment-là, c'est 2008. Donc en 2008, il y a la crise de Lehman Brothers. Il y a une vraie prise de conscience qui a été relativement fugace et qu'on est en train de retrouver là aujourd'hui. Donc, et il y a le baril qui est à $150. Donc il y a quand même à un moment un sentiment assez partagé qu'on trouve dans tout un tas d'articles qui est il va falloir que des choses changent. On ne sait pas encore quoi, mais il va falloir que des choses changent. Ce monde complètement fou de croissance infinie n'est pas viable. Ok. Donc après, évidemment, il y a le monde économique qui a l'histoire qu'on connaît. Moi, je dirais à mon petit niveau, je commence à travailler sur deux sujets qui sont les emballages comestibles, pour supprimer totalement les emballages, et la mobilité. Puisque la mobilité est, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, c'est tout en haut, c'est dans les premiers, vraiment dans les besoins primaires. Or, elle est extrêmement mal satisfaite. Et donc, ces deux sujets-là, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont des sujets qui sont en prise avec la vie quotidienne des gens. Voilà, hein, c'est pas simplement des choses dont ils ont besoin de temps en temps. On est vraiment sur tous les jours. On est sur des très fortes émissions de CO2. Donc, un petit peu dans ma tête, je me dis, si jamais j'arrive à trouver un tout petit bout de solution, arriver à le communiquer à un tout petit bout de personne, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Et donc là, je me donne 2 ans. Je me dis, de toute façon, j'ai 2 ans d'indemnité chômage. Donc, je me donne en fait 1 an en me disant, il me faut que dans 1 an, j'ai trouvé quelque chose qui soit dans cette veine-là. Et puis sinon, j'irai refaire le métier d'avant, que je sais faire. Voilà. D'accord. Et donc, entre ces deux idées, parce que on a tous des idées en tête. Et entre cette idée qui nous intéresse, qui peut nous passionner, qui peut nous emporter, et le moment de se dire j'en fais un projet entrepreneurial et je le concrétise. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été, par exemple, les voyants qui étaient ouverts pour se dire c'est dans ce projet-là que je me lance? Quels ont été peut-être aussi les mentors, les soutiens, les accompagnements qui font que cette idée devient un projet, tout simplement?
Alors, au départ, quand j'ai cette idée, il se trouve que c'est le début des vélos électriques et j'envisage d'abord de faire quelque chose autour des vélos électriques en location. Et puis, bon, je commence à réfléchir au sujet. Bon, en fait, c'est une activité relativement simple, de location, enfin de vente. Bon, c'est et j'ai un ami qui me dit: «Mais il y a une start-up là qui est en train de créer un truc, c'est du scooter électrique, ça ressemble vachement à ce que tu fais, tu devrais peut-être aller les voir, ils cherchent un associé». Et donc je commence par aller dans cette entreprise. J'y apporte, mon joli petit chèque que j'avais eu puisque j'avais eu un licenciement donc bon, bah, ça génère, des fois des indemnités qui peuvent être, correctes quand on a 15 ans d'ancienneté, au poste où j'étais, quoi. J'y investis, mon âme, mon énergie, mes idées et cetera, et je rejoins donc, 2 ingénieurs qui ont créé donc, cette entreprise-là. Pendant 1 an, je travaille sur, bah, voilà, la stratégie, le marketing, le positionnement, l'analyse de marché, enfin bon, tout ce que je sais faire, quoi. Et au bout d'1 an, je commence un petit peu à déchanter parce que je m'aperçois que ces 2 personnes-là, en fait, sont vraiment des ingénieurs type bureau d'études. Et je me heurte à quelque chose qui m'a beaucoup blessée et qui a été très dur à vivre pendant 2 ans. C'est que je découvre qu'en fait, je suis un peu un alibi pour eux parce que pour lever des fonds, évidemment, il faut qu'ils aient quelqu'un dans l'équipe qui puisse parler vente, commercialisation, positionnement, marketing, mais qu'en fait, ils veulent pas du tout me laisser voix au chapitre, notamment sur des décisions cruciales. Et là, je découvre qu'en fait, cette profession, ces métiers-là sont des métiers qui en France, qui est quand même un pays d'ingénieurs, où, l'économie est beaucoup orientée vers l'innovation technologique, heu, toutes ces notions-là qui sont un petit peu ce que j'appelle du soft power, hein, sont assez, on va dire dénigrées. Voilà, pour rester quand même gentil, hein, c'est assez dénigré et du coup, j'entends des réflexions du style: «Bon, bah, de toute façon, tu es commercial, donc tu vas bien réussir à le vendre». Oui, enfin, je vais le vendre, mais je vais vendre un produit, dont on n'a même pas l'argent pour acheter les pièces pour le fabriquer, donc évidemment, je refuse. J'ai un contact intéressant avec la Poste et on me dit: «Non, mais quand même, la Poste, ils ont des exigences incroyables». Bah, enfin, oui, mais c'est un client et donc là, je découvre à quel point, le monde, on va dire des ingénieurs, peut être en décalage avec, le monde de la communication, du marketing. Alors ça me gêne beaucoup parce que moi j'ai beaucoup d'ingénieurs autour de moi, j'ai 3 enfants ingénieurs donc bon, j'ai rien contre eux, mais simplement je demande juste un petit peu de respect par rapport à d'autres métiers dans l'entreprise. Et je découvre en fait ce que j'avais perçu auprès d'autres scientifiques, c'est-à-dire que le monde des scientifiques, et on va dire des sciences dures puisque c'est comme ça qu'ils aiment s'appeler, heu, ont beaucoup de mal à percevoir que tant qu'on n'a pas fait de vente, ben, on est juste un artiste créatif, hein, mais on n'est pas du tout un innovateur. C'est pas vrai. On n'est pas un entrepreneur. On a juste une idée. C'est exactement ce que vous dites. Entre l'idée et la réalisation, il y a quelqu'un entre les 2, il s'appelle un client. Et c'est là que les difficultés, elles commencent. Parce qu'évidemment, l'histoire, il va falloir l'adapter à ce qu'on va avoir comme renvoi de la part des clients. Donc en fait, je suis dans cette start-up. Ça tourne assez vite vinaigre, et du coup, là, je me dis: «Bon, il est peut-être temps que tu arrêtes de penser que tu ne peux être qu'un numéro 2». Je m'étais toujours dit: «Non, non, mais moi, je suis un bon numéro 2». Et je me dis: «À force de voir des numéros 1 qui sont quand même pas si brillants que ça, peut-être que je peux être aussi un numéro 1 pas complètement nul, quoi». Et là, bah, là, je vis ce que vivent beaucoup de femmes, hein, c'est-à-dire, le sentiment, d'usurpation. Il m'a fallu quand même, bien 3 ans, hein, quand même, pour dépasser ce sentiment-là. Et donc, je me dis: «Bon, je pense que j'ai quand même une vraie idée, qui est d'associer mon ancien métier de la publicité avec un vrai besoin qui est la mobilité électrique partagée, qui est le seul moyen de changer l'allure de nos villes, dans lesquelles on s'empoisonne tous». Et du coup, je décide de créer un service d'autopartage avec de la publicité. Voilà comment l'idée est venue, en fait. Et elle a été notamment concrétisée donc, au départ, cette idée d'autopartage sponsorisé par de la publicité, ça résulte donc, j'étais déjà dans la mobilité, hein, donc j'avais laissé tomber mes emballages, comestibles, ça
J'étais partie sur autre chose. J'avais perçu que, faut savoir quand même qu'on a 40 000 décès prématurés en France, hein, à cause, tous les ans, à cause de la pollution urbaine liée aux véhicules. 40 000 décès par an. Là, il y en a 40. Je répète le chiffre parce qu'on a du mal à percevoir ça. C'est-à-dire qu'en ville, on respire tous du poison tous les jours avec nos enfants, les personnes âgées, etc. Voilà. Donc, je me dis, ça, c'est un vrai gros chantier. Et la solution, elle existe. Les véhicules électriques, ça fait plus de 100 ans qu'ils existent. Il faut savoir que quand Ford, quand il y a eu la vraie révolution des véhicules, tout le monde disait, vous n'allez pas rouler avec un moteur à explosion. C'est extrêmement dangereux. Alors que le véhicule électrique paraissait bien préférable. Simplement, les lobbies, le pétrole, etc., bon, on va pas faire l'histoire, on fait qu'on est tous avec nos véhicules thermiques en ville, ce qui est une ineptie totale. Bon. Donc je me dis, voilà un chantier qui est pas mal. Si tu veux t'attaquer à un gros défi, celui-là est intéressant. Or, le problème de la voiture électrique, pour faire très simple, c'est que, en gros, c'est comme si le jour où vous achetez votre voiture électrique, vous achetiez aussi tous les pleins d'énergie de toute sa durée de vie. Donc en fait, c'est un problème de trésorerie. Un problème de valeur, c'est un problème de trésorerie. Donc, comment on finance ça? Et en allant à Londres, je vois le service, l'équivalent du Vélib, qui à Londres est sponsorisé par Barclays. Donc là-bas, ça s'appelle Barclays Bike. À l'époque, c'est Boris Johnson qui est d'ailleurs maire de Londres, et ça s'appelle les B-Bikes. B-Bikes pour Barclays et pour Boris. Voilà, c'était assez rigolo. Et je vois 40, des vélos en station comme on en voit tous dans toutes les villes, sauf que là, il y avait Barclays, etc. Pour qui vient du milieu de la pub, on sait très bien que là, on a deux choses qui sont nécessaires dans la pub, c'est l'impact et la répétition. Voilà, les gens qui connaissent le métier vont très bien comprendre ce que je raconte. Et donc, je me dis, en fait, je vais mettre de la publicité sur des véhicules électriques, et en plus, je vais prendre des petits véhicules super branchés, super sympas, super remarquables en ville. Et comme ça, je vais baisser le coût d'usage des véhicules. À l'époque, Autolib existait déjà à Paris, mais avec un prix qui est 4 fois plus élevé que celui auquel nous, on loue nos voitures. Nos voitures à Marseille sont louées 3 fois moins cher qu'une trottinette. Et l'idée, c'est, avec ce prix qui est plus bas, de pouvoir adresser un très grand nombre de conducteurs et donc de passer au mass market. Donc ça, c'est l'idée de départ. Voilà. Et là, les emmerdes commencent. Vous avez découvert aujourd'hui le parcours d'Emmanuel avant Totem. Dans 15 jours, Emmanuel nous racontera la création de l'entreprise, le premier client, la recherche de fonds, mais aussi et surtout cette nouvelle vie d'entrepreneur. Si vous avez aimé ce premier épisode des Exceptionnels, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et retrouvez-nous dans 15 jours pour la suite de l'histoire. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.